Bonjour tout le monde, bienvenue au caucus ouvert de ce matin sur le thème du bien-être des enfants au Canada. Je suis la sénatrice Jane Corday de la Nouvelle-Écosse. Je suis accompagnée ici de la coprésidente, la sénatrice Raymond Gagné du Manitoba. Le caucus ouvert est une tribune de discussion sur les enjeux d'intérêt national. Cette réunion est coparrainée par le groupe des sénateurs indépendants, le groupe des sénateurs libéraux indépendants et le bureau des représentants du gouvernement au Sénat. C'est une discussion non partisane qui est ouverte à tous les parlementaires, au personnel, aux médias et au public. Les invitations ont été lancées à tous les sénateurs, quelle que soit leur allégeance politique, et à tous les députés de l'autre côté. Le Canada continue de prendre du recul comparativement à d'autres pays développés en matière de bien-être des enfants. D'après une étude nationale récente, le suicide est la deuxième cause de décès chez les enfants. Les taux d'hospitalisation des enfants liés aux troubles mentaux sont en hausse et environ un enfant sur 5 continue de vivre dans la pauvreté. Le Canada est en 8e place des pays prospères du monde et il y a un fossé énorme et inquiétant entre le bien-être économique de la nation et le bien-être des enfants. À la lumière de la journée des enfants le 20 novembre, nous demandons aux experts qui se joignent à nous quelles mesures qu'on peut prendre pour améliorer et protéger le bien-être des enfants au Canada. Je tiens à remercier les sénateurs et sénatrices aujourd'hui pour le travail qu'ils font chaque année pour améliorer le bien-être des enfants. Et ce matin, ils ont eu une réception pour les enfants exceptionnels dans la région d'Ottawa, au Parlement du Canada, et j'ai été heureuse de me joindre à cette rencontre. J'aimerais aussi présenter, à titre exceptionnel, quelqu'un du public, l'ancien sénateur Landon Pearson, qui a défendu depuis toujours le bien-être des enfants. Bienvenue, sénatrice, parmi nous. Avant de commencer la réunion, quelques idées. Il y a du café au fond de la pièce. Si vous en voulez, l'interprétation est disponible. Veuillez utiliser les écouteurs qui sont à votre chaise. La chaîne 1 est pour l'anglais et la chaîne 2 pour le français. Nous encourageons la participation du public. Si vous voulez faire un commentaire ou poser une question, laissez la coordinatrice du caucus ouvert, Sarah Paulowin, signalez-le à Sarah Paulowin. Si vous voulez participer par un commentaire ou une question, dites-le à Sarah. Je permets maintenant à ma coprésidente de dire quelques mots. Présidente, c'est la première rencontre que je co-préside, alors j'espère que vous soyez patient avec moi ce matin. Alors, le sujet du jour, le bien-être des enfants au Canada, nous touche tous et toutes. J'ai d'ailleurs eu l'honneur, comme la sénatrice Corday a mentionné tantôt, de me joindre à mes collègues, les sénateurs Jim Munson, Yona Martin et Victor O, au petit déjeuner parlementaire à l'occasion de la Journée nationale de l'enfant. Je veux remercier d'avance les experts qui participent au panel d'aujourd'hui. Je vous confie qu'après plus de 35 ans dans le domaine de l'éducation, avant d'arriver au Sénat, j'aborde chaque initiative, chaque projet de loi avec une question prédominante en tête. Et puis, c'est quel effet pourrait-il avoir sur la vie de nos enfants aujourd'hui et demain? Et j'espère je souhaiterais que finalement, que ce soit une question qui est posée par tous les sénateurs et sénatrices au Sénat. La sénatrice Corday a mentionné certains défis que nous avons au Canada, dont, entre autres, l'étude de l'organisme Campagne 2000 nous révélait cet été que plus de 17% des enfants vivent dans la pauvreté au Canada, dont plus de 37% d'entre eux sont issus des Premières Nations. C'est un enjeu tant urbain que rural et c'est foncièrement inacceptable. Je sais que nos experts sauront davantage alimenter nos réflexions, tant sur les enjeux existants que sur les pistes de solutions que nous pouvons tous considérer. Sénatrice Corday. Nous avons un merveilleux panel ce matin. Nous allons vous donner d'abord les biographies de chacun de nos intervenants.
Nous avons Dr. Amy Metcalf, professeur adjoint au ministère département d'obstétrique et d'oncologie à l'Université de Calgary. Elle est aussi très active auprès de l'Institut de recherche de l'Hôpital pour enfants de l'Alberta, de l'Institut de santé publique O'Brien, ainsi que de l'Institut cardiovasculaire Lébine de l'Alberta. Le programme de recherche de la Dr. Metcalf est axé sur l'étude des tendances concernant la santé des femmes et des enfants au Canada, ainsi que sur l'évaluation des interventions destinées à améliorer les résultats en matière de santé chez les femmes et les enfants. Elle est l'une des auteurs du rapport Raising Canada de Children's First Canada. Elle est accompagnée de Stephanie Minton, une spécialiste des relations gouvernementales expérimentée ayant consacré sa carrière à se faire la championne des questions concernant les jeunes depuis le développement international jusqu'à la santé et l'éducation des enfants. Stéphanie détient un baccalauréat en affaires publiques et en gestion des politiques de l'Université Carleton, ainsi qu'une maîtrise en politique commerciale internationale de l'Université Wilfrid Laurier. Elle est ici aujourd'hui à titre de représentante de Children's First Canada. Vous présenter Madame Pamela Lovelace. Bienvenue. Madame Lovelace est gestionnaire de projet de la Jeunesse au cœur de l'action, une initiative nationale de mobilisation du savoir que finance le gouvernement du Canada par l'intermédiaire du réseau des centres d'excellence. Madame Lovelace travaille sous la direction scientifique du Dr. Michael Ungar, titulaire de la chaire de recherche du Canada en résilience des enfants, de la famille et de la communauté au Centre de recherche sur la résilience de l'Université de Dalhousie à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Elle a réuni des jeunes pour animer des conversations à l'occasion de manifestations organisées dans le cadre de la Journée nationale de l'enfant à Toronto et à Ottawa, au nom de Children First Canada et de la Coalition canadienne pour les droits des enfants. Andrea Auger, qui a grandi à Thunder Bay en Ontario, est Ojibwe et membre de la Première Nation de Pays Plat. Madame Auger est entrée à la Société de soutien à l'enfance et à la famille de la Première Nation du Canada en 2008 pour travailler dans le programme des Pierres de touche de l'espoir. Elle est aussi rédactrice de la revue First People, Child and Family. Compte tenu de son expérience en éducation, Andrea se passionne pour l'enseignement et le mentorat et aime beaucoup apprendre des autres, particulièrement des enfants, des jeunes et des aînés. Elle s'intéresse beaucoup à l'engagement et aux initiatives en faveur de la réconciliation, à la mobilisation des enfants et des jeunes, ainsi qu'aux droits de la personne. Et, Cathy Vandergrift. Elle préside la Coalition canadienne pour les droits des enfants, un réseau pan-canadien d'organisations de promotion du respect des droits des enfants. Madame Vandergrift compte plus de 20 ans d'expérience en matière de droits des enfants dans les pays en conflit avec le Canada. Elle possède aussi de nombreuses années d'expérience comme analyste des politiques auprès de l'administration municipale et du gouvernement fédéral ainsi que d'ONG. En 2008, elle a reçu le prix Aldo Farina du Conseil international de l'UNICEF pour la défense des droits de l'enfant et d'éducation au développement international. Bienvenue. So welcome to our panelists. Bienvenue à nos panélistes. Nous allons commencer avec la Dr. Amy Metcalf. Well, thank you for the invitation to speak with you. Merci, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes heureux de voir l'important travail que vous faites au Sénat. La réunion d'aujourd'hui témoigne de votre engagement à améliorer la vie des jeunes citoyens canadiens. Children First Canada a une vision pour faire du Canada. Nous sommes un mouvement national qui unit les organismes de charité d'enfants, les hôpitaux pour enfants, les instituts de recherche et des grandes sociétés et les enfants eux-mêmes. Et ensemble, nous parlons d'une voix unie et prenons la direction des campagnes de sensibilisation publique et nous faisons la promotion des politiques publiques pour assurer le bien-être de nos enfants et la protection de leurs droits. Nous sommes le 8e pays le plus prospère du pays et nous avons 25e place sur 41 des pays influents pour le bien-être des enfants d'après UNICEF. D'après un rapport préparé pour Children First Canada par l'Institut O'Brien pour la santé publique,
Il y a d'énormes tendances qui exigent des actions immédiates. Le Dr Metcalf parlera des conclusions du rapport. D'après beaucoup de statistiques, en fait, des résultats négatifs peuvent être prévenus. Les blessures non intentionnelles restent la cause principale de décès au Canada en raison des écarts entre le droit et l'application sur des questions comme les sièges, les casques d'enfants, de bicyclettes et autres. Le Canada est a un des taux de suicide les plus élevés parmi les adolescents. Il y a beaucoup d'autres enjeux liés à la santé publique. Et d'après des rapports et sondages, 20% des enfants déclarent avoir fait l'objet de cyber-intimidation. Et il est estimé qu'1,2 million d'enfants au Canada vivent dans des foyers à faible revenu et 10% des familles avec des enfants de moins de 6 ans parlent d'insécurité alimentaire. La pauvreté met les enfants à un risque accru de vulnérabilité dans leur développement. La nutrition, l'activité physique et le poids continuent d'exiger de l'attention. 25% des jeunes qui sont obèses ou autres. Bien des enfants au Canada croissent en santé et en sécurité, mais ces données nous démontrent qu'il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration. La publication du rapport Raising Canada a donné lieu à 700 articles dans les médias. Avec le rapport, nous avons lancé un appel à l'action signé par les dirigeants des organismes de charité du Canada, les hôpitaux pour enfants et d'autres. Nous demandons trois domaines d'action. D'abord, nous estimons que chaque enfant mérite d'avoir un champion et nous appuyons un appel durable pour établir une commission pour les enfants et les jeunes. La commission devrait être établie en tant que bureau indépendant du gouvernement avec pour mandat de relever le profil des enfants au Canada, de faire la promotion de leurs droits et de leurs intérêts. Pour que la Commission puisse régler les problèmes de santé et de bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis et des jeunes, il faudra une représentation appropriée et un soutien approprié. Nous encourageons le gouvernement fédéral à travailler de nation en nation en respectant les droits de l'autonomie gouvernementale des peuples autochtones. Deuxièmement, nous estimons que les enfants ont besoin de ressources pour s'épanouir. Le budget des enfants fera un suivi du financement national qui est réservé et investi pour les enfants pour assurer une distribution équitable des ressources et assurer que le financement est alloué pour des solutions fondées sur les preuves. Il faudrait aussi inclure un financement comparatif pour les enfants des Premières Nations Inuits et Métis. Pour terminer, nous estimons que chaque enfant a des droits et nous demandons le soutien de la Charte des Canadiennes des enfants. Cette nouvelle charte créée avec l'apport de milliers d'enfants et de jeunes du pays, établit un plan d'action pour assurer le respect, la protection et la protection des droits de tous les enfants au Canada. L'ébauche initiale de la Charte des enfants a été créée par des enfants et des jeunes au Sommet national pour les enfants à Ottawa en novembre 2017. L'ébauche finale sera présentée dans le cadre d'un événement spécial la Journée nationale des enfants, le 20 novembre 2018 à Toronto. Vous êtes tous invités à cet événement. Les dirigeants adultes sont invités à se joindre aux jeunes délégués pour le repas du midi et discuter avec eux. Les Canadiens appuient ces investissements importants et nécessaires pour les enfants. Près de 90% des Canadiens disent que l'investissement dans les enfants sera rentable et
épargnera des dépenses à l'avenir. Beaucoup d'entre vous connaissaient notre fondatrice, Sarah Austin, qui aurait beaucoup aimé être là aujourd'hui, mais elle avait d'autres engagements. Actuellement, le Canada doit déclarer un comité des Nations Unies sur le droit des enfants en 2018 sur la situation des enfants au Canada et la mise en œuvre de leurs droits. Children First Canada prépare sa propre présentation qui s'appuiera sur la Charte des droits des enfants. Nous estimons que chaque enfant au Canada peut atteindre son plein potentiel. La bonne nouvelle, c'est que le changement est possible, mais nous n'avons pas besoin de partir de zéro. Nous savons que ce qui fonctionne et nous savons quelles mesures sont nécessaires pour aider le Canada à améliorer la vie des jeunes citoyens canadiens. Je vous remercie. Thank you. Merci. Honorable Senators. Honorable sénateur, merci de me donner cette occasion de parler devant vous aujourd'hui. Je vais vous parler du travail de l'Université d'Alhazia à Halifax. Et je vous demande d'appuyer la mise en œuvre des droits des enfants qui, selon nous, est dans l'intérêt de tous les Canadiens. Le Wisdom Coalition a été fondé dans le contexte difficile en 2011 grâce au Centre d'excellence avec le financement de 2,8 millions de dollars sur 7 ans. Nous avons été fondés depuis le début de cette initiative. Nous nous sommes concentrés sur la mobilisation d'organisations sans but lucratif communautaires pour renforcer leur capacité de fournir des programmes et d'entreprendre la mobilisation des jeunes dans la communauté. Nous croyons dans le rôle et le potentiel d'une vaste gamme de fournisseurs de services pour fournir des programmes et services qui font la promotion du bien-être, de la santé mentale et de la résilience pour régler les problèmes qui sont plus vastes que les services de santé mentale et clinique. C'est par ces organisations qui fournissent un soutien, l'emploi, l'éducation, des programmes de pair à pair et d'autres que nous estimons que les jeunes peuvent réaliser leur bien-être et leur résilience. Notre mandat est d'élargir l'emploi de preuves pour accroître la capacité et l'efficacité de ceux qui travaillent avec les jeunes, leurs familles et leurs collectivités, avec une vision que des programmes plus efficaces vont améliorer les résultats. Depuis 7 ans, nous avons eu pour partenaires des éducateurs, des chercheurs, des gouvernements, des responsables des politiques et des professionnels de la santé pour partager ce qui fonctionne pour les jeunes marginalisés. J'essaie de faire... excusez mon interruption. Donc... Nous avons pour partenaires ces diverses organisations d'un bout du pays à l'autre pour déterminer les communautés et pour qui ce qui est nécessaire et comment organiser la collaboration future entre tous les systèmes et tous les secteurs pour que le changement systémique puisse être durable. Donc, Wisdom to Action a produit ce rapport et d'autres comme celui-ci. Et dans les documents sommaires, nous avons aussi des listes de vérification des politiques qui appuient les organisations. C'est disponible en français et en anglais sur notre site Web. Outre ces rapports et documents, nous avons produit près d'une centaine de vidéos en ligne qui sont disponibles sur YouTube. Nous avons aussi développé notre outil d'évaluation et de mobilisation que toute organisation peut utiliser. Nous avons créé des webinaires, d'abord indépendamment et ensuite en collaboration avec l'Association canadienne des centres pédiatriques pour atteindre plus de personnes et il y a eu des milliers de participants. Wisdom to Action a été le mentor de 2 douzaines d'organisations sur 2 ans pour augmenter leur capacité de s'appuyer sur la recherche et mieux les mobiliser. Nous avons engagé 2400 étudiants de premier et deuxième cycle dans nos programmes de mentorat pour offrir une formation et réaliser d'autres projets.
Nous avons aidé de nouveaux chercheurs à discuter avec les jeunes et les communautés pour intégrer les pratiques fondées sur les faits. Depuis 2013, vous en verrez ici un aperçu. C'est une explication visuelle de la représentation du type d'activité que nous menons lors de nos événements. Nous avons 18 événements d'un pays à l'autre du pays au Canada, y compris avec des gens de la Suisse, de Genève en Suisse l'été dernier. Ces événements sont tenus sur divers enjeux locaux et nationaux et nous avons atteint environ 3000 participants directement. Nous avons aussi fourni des dizaines de webinaires, séminaires et ateliers à divers intervenants sur la mobilisation, l'évaluation et d'autres thèmes. Les participants ont déclaré de façon générale qu'ils ont établi de nouveaux liens, ils ont acquis de nouvelles connaissances directement applicables à leur travail auprès des jeunes. En février 2018, nous avons été les hôtes de Wisdom to Action Embrace Life pour la prévention du suicide, pour diriger des initiatives de prévention du suicide au Canada. C'était à Vancouver. Ça a attiré des participants de tout le pays, y compris de nombreuses nouvelles nations, Premières Nations, Métis, Inuits, des communautés rurales de tout le Canada et du nord du Canada notamment. Ces collectivités avaient connu de multiples décès par suicide chez leurs jeunes. Alors, nos processus de communication transparents assurent l'apport de professionnels de la santé, d'aînés inuits et des Premières Nations et des soutiens par les pairs, par un groupe diversifié de jeunes. Nous avons eu des rapports sur ces événements qui sont disponibles. Je le laisserai ici. J'en ai d'autres exemplaires si vous le voulez. Alors que nous travaillons avec une équipe du Nunavut ou une équipe multilingue à Montréal, notre approche participative a mobilisé les jeunes et a permis de recenser leurs enjeux prioritaires. Et nous nous sommes concentrés sur ce qui fonctionne dans le contexte local. Chaque activité, notre méthodologie, ce que nous avons appris, se trouve imprimé sous forme de vidéos, de photos que nous partageons lors de nos activités, ateliers, publications futures. Comme vous le voyez, par l'étendue de ce que nous avons fait depuis 8 ans, nous avons créé des changements importants dans le secteur qui aide les jeunes pour mieux répondre aux besoins des jeunes Canadiens. Notre travail récent avec Children First Canada, dont vous venez d'entendre parler, nous avons terminé un sommet pour créer une charte et ce sont les jeunes eux-mêmes qui nous ont dit ce qu'ils pensaient. Et on a utilisé ensuite leur contribution pour préparer la Charte des enfants qui reconnaît l'importance de la pleine mise en œuvre de leurs droits au Canada. J'arrive de St. John's, Terre-Neuve et Labrador, où j'ai participé à une conférence sur la prévention du suicide. Et vous serez tous d'accord pour dire nous avons désespérément besoin d'initiatives de lutte contre le suicide. Il faut une approche pan-canadienne pour lutter contre l'augmentation des cas de suicide des jeunes qui place le bien-être des enfants avant tout autre et qui laisse de côté les facteurs politiques pour toujours agir dans l'intérêt supérieur de tous les Canadiens et surtout des enfants. Donc, notre travail avec ma collègue qui va vous parler bientôt sera tenu ici les 21-22 novembre à Ottawa. Et c'est un autre exemple du travail que nous faisons, nos efforts à porter un changement systémique dans l'intérêt des enfants, comme bien des gens et des organisations au Canada. Nous avons hâte de lire le rapport du Canada au Comité des Nations Unies qui devait être déposé en juillet et nous espérons qu'il le sera bientôt.
Nous devons travailler ensemble pour assurer le respect des droits des enfants au Canada. Il y a de nombreuses recommandations des Nations Unies formulées en 2012 n'ont toujours pas été appliquées. Et l'une de ces recommandations, la recommandation numéro 66, je cite, le comité recommande que l'État renforce et élargisse la qualité des interventions pour empêcher le suicide des enfants en faisant particulièrement attention à la détection hâtive. 6 ans après cette recommandation des Nations Unies, le taux de suicide des jeunes a augmenté. Il faut absolument agir. Donc, nous croyons que cet examen des Nations Unies pourrait améliorer le bien-être des jeunes, des enfants, leurs familles, leurs collectivités. Nous croyons, honorable sénateur, que vous serez d'accord que l'intérêt supérieur des enfants comprend leur droit de s'épanouir et que leurs droits doivent être entièrement respectés par le gouvernement. Nous demandons votre appui. Reconnaissez avec nous que reconnaître les droits, que l'intérêt des enfants, il faut respecter tous leurs droits. Merci, Madame Loveless. La prochaine, c'est Sandrine Auger. Bonjour. Je tiens à reconnaître que nous sommes sur le territoire non cédé des Algonquins. J'aimerais reconnaître tous les honorables sénateurs et les invités qui ont pris le temps d'écouter les panélistes ce matin sur cette question importante des droits des enfants au Canada. C'est un honneur pour moi d'être ici avec mes collègues et vous tous pour parler de l'importance des enfants autochtones et de l'importance de veiller à ce qu'ils aient autant de chances de succès que tous les autres enfants du Canada. Selon l'indice des droits des enfants, le Canada se place 52e. Mais en ce qui concerne les droits des enfants, nous sommes 138e dans le monde. En ce qui concerne l'indice des droits des enfants, on tient compte de la non-discrimination de l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous savons que le gouvernement du Canada a l'habitude de faire de la discrimination contre les enfants de Premières Nations. Ça se reflète dans ses politiques, ses idéologies et ses pratiques depuis longtemps. Le bien-être des enfants était la principale préoccupation de la Commission Vérité et Réconciliation. Ça concerne une des populations d'enfants les plus vulnérables, c'est-à-dire ceux des Premières Nations, des Inuits et des Métis, sont surreprésentés de l'ordre de 52% d'après Statistique Canada. Parmi les enfants pris en charge par les services d'aide à l'enfance. Nous savons qu'il y a eu de la discrimination. En 2016, le tribunal des droits de la personne a dit que le gouvernement discrimine contre les enfants de Première Nation, le fait depuis de nombreuses années dans ses politiques et ses pratiques, en donnant moins d'argent pour les enfants des Premières Nations dans les réserves. Depuis, il y a 2 ans, nous savons qu'il y a de la discrimination bien avant l'examen de la politique, le rapport rwandais, la décision de 2016. La discrimination continue. Nous savons qu'il y a eu 5 ordonnances de non-conformité du tribunal de droits de la personne contre le gouvernement du Canada parce qu'il n'avait pas respecté le principe de Jordan qui place l'intérêt des enfants autochtones afin qu'ils obtiennent les services dont ils ont besoin. Pas seulement les services d'aide aux enfants, mais aussi la santé, l'éducation et tout autre service financé par le secteur public. Nous savons que le tribunal a également ordonné au gouvernement fédéral de financer les services aux enfants. Nous ne savons pas quels sont les écarts parce que les agences ont été créées pour offrir des services pertinents sur le point culturel.
appliquaient la formule de financement qui leur a été donnée. On ne sait pas quel est le manque pour les enfants, mais on estime que c'est 30% de moins que les autres enfants. Nous voulons aussi être sûrs que les enfants de Première Nation recevront ces services d'une manière qui reconnaît et qu'il y a des effets intergénérationnels, des choses qui touchent les enfants et qui ne touchent pas d'autres, les enfants autochtones et pas les autres enfants canadiens. La Commission Vérité et Réconciliation nous l'a dit. Nous croyons que pour qu'il y ait un changement, un vrai changement, il faut réformer le gouvernement du Canada. Nous croyons que le gouvernement du Canada doit respecter les décisions du Tribunal des droits de la personne afin que les enfants de Première Nation reçoivent les services dont ils ont besoin, que les agences qui leur fournissent leurs services soient de même qualité que pour les autres Canadiens. Nous demandons aussi qu'on détermine le coût, que le directeur parlementaire du budget expose publiquement les manques à gagner dans tous les services publics, notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, la protection de l'enfant, parce que il s'agit de veiller à ce que les enfants autochtones aient accès à la nourriture, à l'eau potable comme les autres Canadiens, et surtout qu'ils aient accès à l'éducation. C'est tellement important pour tous les enfants. Nous croyons aussi qu'il faut que les ministères qui offrent des services aux Premières Nations fassent l'objet d'une évaluation complète. Le personnel doit être formé à la discrimination passée dans les politiques et l'idéologie du gouvernement et qu'ils soient informés des appels à l'action de la Commission Vérité et Réconciliation. Donc, le plan de leçon Spirit, c'est la voie de l'avenir et que le Canada doit créer son propre plan de leçon Spirit afin que les enfants autochtones reçoivent les services auxquels ils ont droit. Et ce qui est encore plus important, je sais que chacun ici peut agir à son niveau et il nous importe à tous de faire une différence dans la vie des enfants de Première Nation. Merci de m'avoir écouté. Et j'espère qu'on pourra mettre en œuvre le plan de leçon Spirit. Je vais céder la parole à Mme Vandergrift. Thank you very much. It is indeed. Merci. C'est un honneur de participer à cette importante discussion. J'aimerais parler de l'occasion qui s'offre à nous pour répondre aux préoccupations soulignées par les autres panélistes ce matin. Le Sénat s'est fait le champion des droits des enfants dans le passé et peut jouer un rôle important encore dans l'examen que mène présentement le Canada. J'aimerais examiner les avantages de la Convention et montrer comment les droits des enfants peuvent permettre au gouvernement de mieux fonctionner. On va regarder les avantages de la Convention, les difficultés de mise en œuvre et le fait que l'examen présente une occasion pour le Canada. C'est le 5e ou 6e examen officiel. En fait, c'est le 4e, mais peu importe. Il faut utiliser cet examen pour apporter un changement au Canada. Le rapport du gouvernement a déjà 4 mois de retard. La dernière fois, c'était 1 an. Est-ce que cela indique que les droits des enfants sont une grande priorité? On aimerait que ce soit déposé avant notre réunion, même s'il était dû en juillet. Il est temps de prendre au sérieux les recommandations de rapport antérieur. C'est la 4e ronde. Il faut que ce soit la bonne pour réaliser de véritables gains pour les enfants du Canada et de ne pas se contenter d'un rapport qui va aboutir sur une tablette. Il faut utiliser la Convention qui offre un cadre stratégique complet pour les politiques qui touchent les enfants. La vie des enfants, ce n'est pas
Ça ne ressemble pas à un ministère du gouvernement. Il faut voir l'enfant en entier comme une personne ayant des droits, pas un objet de charité. Et l'objectif, c'est de réaliser le plein potentiel des enfants, ce qui est bon pour le pays. La Convention aide aussi à réaliser la transition de l'enfance à la vie d'adulte, ce qui est au cœur de bon nombre de dossiers et qu'examine le Sénat parce que ça concerne la capacité d'évolution de l'enfant. Et cela est positif pour le Canada. On met l'accent sur les résultats, pas combien ça coûte et qui va payer, ce qui nous occupe beaucoup au Canada. On s'intéresse aux résultats des enfants et on peut être flexible quant aux moyens. Elle fournit des outils pour surveiller la mise en œuvre. Si on avait fait cela, on n'aurait pas eu besoin de s'adresser aux tribunaux. Toutes les provinces ont ratifié la Convention. Tous les éléments de politique qui touchent les enfants, qui concernent le gouvernement fédéral, les enfants. Donc, on peut mettre en œuvre la Convention pour que le fédéralisme fonctionne mieux. On parle toujours de l'AQIL et si on met en œuvre la recommandation, on pourrait compléter ces lacunes. Alors, quel est le problème depuis 27 ans? Quelle est la difficulté? Il n'y a pas d'excuse pour les piètres progrès réalisés au Canada. Il y a 3 facteurs à prendre en considération. Un, c'est la culture. Il y a encore de l'ignorance à l'égard des enfants et des familles. Il y a aussi de la peur parce qu'on ne comprend pas. Il faut une volonté, une persistance politique. Le Sénat, de temps en temps, a fait preuve de volonté politique. Maintenant, il faut qu'il fasse preuve de persistance jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats voulus. Il y a des obstacles structurels. Ce qu'on a appris au fil des années, c'est que chercher un coupable, ça ne marche pas. Ça fait plus de 20 ans que je m'occupe de ce dossier. On parle au fédéral et nous disent, parle aux provinces. On parle aux provinces et ils disent, dites au fédéral de nous donner plus d'argent et on pourra le faire. Le résultat, c'est que ça n'a rien donné. Et il faut laisser derrière nous ce jeu de la honte et des reproches et considérer que les droits des enfants sont un atout. Les principes fondamentaux de la Convention, nous avons déjà parlé de la non-discrimination, qu'il ne faut pas exclure et laisser pour compte certains enfants. L'intérêt supérieur de l'enfant est le moyen de faire en sorte que qu'on comprendra l'incidence sur les enfants d'une politique élaborée pour les enfants. Mettre l'accent sur le développement du plein potentiel de chaque enfant. Encore une fois, l'évolution des capacités va nous aider avec les problèmes, que ce soit la marijuana ou d'autres problèmes. Il faut passer de la protection à l'autodétermination. Et les enfants ont le droit d'être entendus, de participer, ce qu'a reconnu le Sénat. Après la décision du tribunal dont on nous a parlé et les 60 cas de la rafle, le Canada ne peut pas encore répéter que le système actuel fonctionne assez bien. La première chose à changer sont les données. J'ai mentionné certaines des recommandations du dernier rapport au sujet des données. Nous n'avons toujours pas des données qui manquaient il y a 5 ans. Et que la Commission Vérité et Réconciliation a demandé il y a 3 ans. Et ça concerne le nombre d'enfants pris en charge dans ce pays. On n'avait pas de données. Il y a 5 ans, on n'a toujours pas de données. Et il est triste de devoir dire que je peux trouver de meilleures données sur l'état des vaches dans ce pays que la situation des enfants. La coalition propose une approche systémique. Pendant trop longtemps, on a pensé que si on avait juste un bureau, tout irait bien. On propose une approche systémique. Et au départ, si on faisait une évaluation des répercussions sur les droits des enfants avant d'adopter une loi ou un
une politique. On pourrait faire de la prévention. Le Canada ne peut plus dire non plus qu'un groupe de travail interministériel suffit pour coordonner ce que font les différents ministères. Je pense que vous avez dû constater le manque de coordination. Il faut un organisme de plus haut niveau. Il faudrait un budget consacré à l'enfance parmi d'autres outils. Mais il faut que l'approche soit systémique. Trop longtemps, on a dit, eh bien, si on parle aux enfants de leurs droits, ce sera suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut changer le système aussi. Et ça n'arrivera pas si on se contente d'avoir un bureau en quelque part. Je voulais parler aussi le droit d'être entendu, parce que le Sénat s'est fait le champion de ce principe au fil des années. Nous avons fait des progrès, il faut le reconnaître. Pour la première fois cette année, l'obligation de tenir compte du point de vue de l'enfant est prise en compte pour la loi sur la famille. C'est bien. Et si on donnait fait la deuxième recommandation du rapport, c'est-à-dire de créer un mécanisme d'appel lorsque l'opinion de l'enfant n'est pas entendue, ça ferait un grand changement. La violence contre les filles, vous avez prévu d'en parler. Je voudrais que la Convention contribue. La Convention nous demande d'empêcher toute forme de violence. Et 3 fois, on nous a dit qu'il fallait une stratégie nationale. Il y avait une recommandation très précise sur les suivis après la réintégration dans la famille. Malheureusement, des enfants sont morts au Canada depuis le dépôt de ce rapport à cause d'un manque de suivi effectif. Et surtout, je veux souligner le fait que la preuve internationale montre que l'approche préconisée à l'article 19 est la plus efficace. Le Canada peut s'inspirer d'autres pays. C'est pourquoi j'ai dit ce matin je voulais parler de la peine corporelle. Le Canada a pris du retard par rapport aux autres pays. Le nombre de pays qui ont interdit les punitions corporelles en constate les résultats positifs. Nous parlons du bien-être. Alors, l'article sur la santé est important. Il se concentre sur les déterminants sociaux de la santé et qui contribuent à ce qu'il nous faut pour les enfants. Il y a des recommandations particulières, notamment les services de counseling dans toutes les écoles pour améliorer la santé mentale des enfants. Et le gouvernement peut aussi prendre des mesures préventives et des mesures qui aident les enfants et qui ne sont pas fournies dans le cadre de la loi sur la santé. J'aimerais mentionner 2 recommandations particulières. La première concerne les contrôles parlementaires sur la promotion des repas minufs et de la malbouffe. Le Sénat en a discuté. Dans l'intérêt des enfants, la priorité si la priorité est donnée aux enfants, ce projet de loi ne passerait pas à cause des questions de revenus des sociétés de publicité. La deuxième chose portait sur la surveillance de l'utilisation excessive de psychostimulants chez les enfants. C'est un problème qu'il y a partout au pays en matière de dépendance aux drogues. Une recommandation a été faite il y a 5 ans. Je l'ai faite encore il y a 1 an et rien n'a été fait. Les normes de vie, la qualité de vie. Le comité a recommandé des cibles annuelles de réduction de la pauvreté des enfants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a fonctionné dans les pays pour permettre d'atteindre les buts qu'on s'efforce d'atteindre. Hier, un plan sur la pauvreté a été déposé à la Chambre des communes avec des cibles à long terme. C'est un bon point de départ. Peut-être faudrait-il en avoir aussi à plus court terme pour améliorer la situation des enfants. Le Canada a été invité à s'intéresser à l'impact équitable des allocations pour enfants. L'allocation pour enfants a été une bonne chose, mais exclut certains enfants.
Si une analyse a été faite de l'impact sur les droits des enfants, on aurait pu empêcher cela. Et ensuite, il y a la question de l'assurance de financement dont mes collègues vont parler. Alors, où sont les orientations pour le changement? Je pense que nous aussi, on commençait à tous appliquer de façon explicite, consistante et persistante la Convention. Si on utilisait les droits comme atout pour rapporter les changements et non pas comme un fardeau supérieur ou comme un élément pour présenter des rapports, on pourrait être efficace. Et ensuite, il faut élaborer des stratégies de sensibilisation et avoir une volonté politique et des réformes et des systèmes simultanés. Je vous remercie. Je suis prête à répondre aux questions. Merci à nos panélistes. Vous avez donné beaucoup de renseignements intéressants. Bon, je tiens à rappeler aux sénateurs autour de la table, si vous voulez poser des questions, il vous suffit de lever la main. Nous vous inscrivons votre nom à la liste. Et si vous êtes dans le public et souhaitez faire un commentaire ou poser une question, dites-le à Sarah. Nous allons commencer avec le sénateur Monson. Merci beaucoup pour vos témoignages ce matin. Je suis sortie ce matin du petit déjeuner de la Journée nationale de l'enfant, plein d'optimisme. Et je pense que la chorale nous a permis de commencer la journée sur une bonne note. Mais maintenant, je commence à être un peu plus pessimiste parce que j'ai l'impression qu'on vit à l'âge de pierre. J'allais poser toutes ces questions qui auraient eu de bonnes réponses. Je sais l'idée d'un commissaire national pour des enfants. Nous avons ici lutté pour le droit des enfants ici en comité. Bon, les budgets pour les enfants, ça semble fascinant. Je pense qu'on a parlé du directeur du budget parlementaire. Bon, un sénateur pouvait, ou quelqu'un parlementaire pouvait un peu demander au directeur parlementaire du budget de faire certaines choses et ça relèverait du domaine public pour protéger les droits des enfants. J'allais poser des questions sur où sont nos failles. Mais il me suffit de regarder un élément d'opinion ici d'André Picard, un document d'opinion, et la raison pour laquelle je parle d'âge de pierre, c'est que dans une déclaration officielle le jour de l'enfant, il y a un an, le premier ministre a dit que chaque enfant a le droit d'être élevé dans un environnement sans exploitation, sans violence et autres. Alors pourquoi est-ce que les lois canadiennes permettent encore aux parents de donner la fessée à leurs enfants, de leur faire mal, de faire du mal à leur estime de soi, faire du mal à leur corps? Un rapport important a été présenté cette semaine sur les effets psychologiques de la fessée sur les enfants. Nous, au Sénat, avons eu l'occasion à maintes reprises d'abroger l'article 43 et nous ne semblons pas pouvoir y parvenir. Et je pense qu'il faut avoir une volonté collective au Sénat de pousser en faveur de cette abrogation. Et il n'y a qu'une dizaine de mois avant les prochaines élections et il faut agir maintenant. Alors, j'ai une question à poser. Je sais quelle sera la réponse, mais il faut vraiment pousser pour ça. C'est un domaine fondamental. Pouvez-vous me donner votre avis? Ça fait partie du rapport sur la vérité et la réconciliation, d'ailleurs. C'est un élément historique qu'il ne faudrait pas oublier. Nous avons plusieurs sénateurs sur la liste. Alors, je demanderai à chacun de poser des questions aussi succinctes que possible. Et je demanderai aussi aux panélistes de fournir des réponses complètes, mais néanmoins brèves. Madame Van der Grift? Je serais heureuse de travailler avec vous de n'importe quelle façon. J'ai été très déçue quand le Canada a déclaré en réponse à l'examen universel prioritaire quand on lui a demandé les distinctions entre les différents points de vue, etc. Les preuves de la recherche sont très claires sur les orientations à prendre. Si on prenait l'article 19 qui prévient toute forme de violence contre les enfants, et si c'était la norme, il me semble que ce serait une façon de parvenir à nos fins. Je pense que les Canadiens appuieraient toute mesure visant
à prévenir toute forme de violence contre les enfants. Autrement, on se laisse arrêter par des débats futiles qui deviennent très émotifs ou très colériques et on n'avance pas. Mais je pense que les Canadiens sont prêts à envisager quelque chose qui permet d'empêcher toute forme de violence contre les enfants. Et c'est là qu'on pense pouvoir faire des avancées. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, nous appuyons la pleine mise en œuvre des droits des enfants, ce qui signifie qu'ils vivraient sans la crainte de violence à leur égard. Je suis d'accord avec ce qu'on disait, la pleine mise en œuvre de cette mesure ferait beaucoup pour lutter contre la violence à l'égard des enfants. Les sénateurs parlaient de recherche. Beaucoup de recherches démontrent qu'il faut 10 à 20 ans avant que des preuves apportent un véritable changement. Il y a une occasion unique aussi au Sénat de faire des changements et d'agir et j'espère qu'on pourra ainsi améliorer la santé des enfants au Canada et le bien-être. Sénatrice Pate, merci à tous d'être ici aujourd'hui. Merci aux sénatrices de présider cette séance. Vous avez parlé un peu de la stratégie en matière de pauvreté. Surtout, Madame Van de Graaff, j'aimerais avoir une réponse de vous et les autres aussi. Madame Auger, vous en avez parlé au sujet des Premières Nations, qui est la Société pour les Premières Nations qui travaille dans le domaine. Mais les jeunes viennent avec des parents et beaucoup des jeunes dont on parle ont des mères célibataires qui les élèvent et il me paraît que certains des travaux qui ont été faits par divers comités ces derniers temps démontrent que non seulement les enjeux que vous avez soulevés, mais 60% des jeunes femmes qui sont en garde juvénile sont des autochtones. De beaucoup de jeunes filles de diverses races aussi, et toutes sont dans le système, vivre dans la pauvreté. On a parlé du coût social et humain, mais aussi fiscal de tout ça. Alors, je me demandais si vous avez envisagé de combiner vos analyses à celles qui ont été faites sur les revenus et l'importance d'ouvrir des possibilités en plus de l'ajout de ressources pour des groupes particuliers comme la First Nation Caring Society qui travaille auprès des enfants et des jeunes femmes des Premières Nations. Et si je me demande si vous avez intégré cela à vos recherches. Madame Auger, voulez-vous répondre? Pour nous, souvent les parents seront examinés sous l'angle de leur déficience particulière, mais pour nous, nous estimons que c'est un problème systémique, les mauvais logements, la pauvreté et d'autres qui sont des facteurs essentiels qui font que des jeunes des Premières Nations finissent dans le système. Alors nous croyons dans l'investissement dans ce genre de choses pour nous assurer que le bien-être social des enfants qu'on ne les élimine pas parce qu'ils sont pauvres. Il faut au contraire s'occuper de cela et c'est pourquoi il est important pour nous d'examiner du rôle des décisions du tribunal et de financer les organismes pour les enfants pour qu'ils puissent fournir des enfants en réserve aux enfants et à leurs familles parce que souvent ces organismes, surtout dans les communautés rurales, sont les seuls fournisseurs de services accessibles dans les réserves. Je n'ai pas de réponse précise à votre question, sénatrice Pate, mais je pense que le financement de ces organismes contribuerait à leur permettre de fournir des services aux mères qui ont besoin de financement supplémentaire. La pauvreté des enfants doit s'intégrer dans un plan de lutte contre la pauvreté nationale, mais il faut aussi y avoir plus d'indicateurs pour les enfants qui doivent faire partie de ce plan général. Donc, c'est effectivement lié aux revenus. Mais quand on parle des mères célibataires, on parle de
ce tableau d'ensemble que donne la Convention. Le droit de la famille va faire des différences si on place l'intérêt des enfants en priorité dans ces situations. Bon, ce n'est pas qu'une seule mesure, mais quand il est question de stratégie nationale contre la pauvreté, je pense qu'il faudrait y avoir plus d'indicateurs pour les enfants pour qu'on tienne compte d'une gamme de facteurs liés aux enfants, mais aussi à leur environnement familial. Alors, ce n'est pas une chose ou l'autre seulement. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, je me ferai l'écho de ce qu'a dit ma collègue. Et aussi, j'aimerais souligner l'importance de recueillir des données dans tout le système pour que ces données puissent brosser un tableau réel de la situation, parce qu'actuellement, nous ne pouvons pas faire cela dans le pays. Je tenais à souligner l'importance de vraiment accéder et à recueillir et analyser des données qui devraient être disponibles. Dans le même ordre d'idée, Madame Lovelace, il existe beaucoup de données sur ce qui est dépensé sur le bien-être des enfants, et il y a, semble-t-il, beaucoup de ressources pour saisir, enlever les enfants à leur famille, les mettre sous garde, mais pas pour les empêcher ce genre de situation. Alors, c'est un peu là où je voulais en venir. Je suis désolée si je n'ai pas fait comprendre. Dans une semaine, nous allons publier un document de discussion sur le bien-être des enfants, et le système du bien-être des enfants a besoin d'une réforme fondamentale, à mon avis. Alors, je pense qu'il y a un certain discours actuellement pour dire qu'on se débrouille pas mal au Canada, mais excepté pour les enfants autochtones. Mais en fait, les systèmes provinciaux de bien-être des enfants doivent être réformés. Il faudrait aussi mieux aider les familles pour aider les enfants. Ça pourrait épargner de l'argent à long terme. Nous n'avons pas suffisamment de données pour extraire les chiffres nécessaires, mais je pense que ce serait un bon point de départ que d'harmoniser les systèmes de bien-être des enfants provinciaux à la Convention. Et à mon avis, le fédéralisme s'en porterait mieux. Le système fédéral pour les enfants autochtones est très approprié, mais le système provincial est moins efficace. De droit. Et ici, on a une acétate qui nous donne les Directions for Change, les directions pour le changement. Et les droits sont un atout pouvant aider le fédéralisme à mieux fonctionner. Rights are as assets. Les droits sont un atout pour faire mieux fonctionner le fédéralisme. Très fort comme affirmation. Et j'aimerais ça que vous puissiez m'expliquer comment vous voyez ça, les droits, comment on peut faire élever la notion de droit, lui donner un statut. Parce que je suis tout à fait d'accord avec le sénateur Monson. Quand on vous écoute et quand on s'écoute, on regarde ce qui se passe au Canada, c'est sûr qu'on est à l'âge de pierre à bien des niveaux. Puis on est très civilisé pour avoir si peu de garde-fous et fonctionner quand même d'une manière assez paisible. Alors, je voudrais vous entendre sur cette notion de droit et qu'est-ce que le Sénat peut faire à cet égard. Quelqu'un pour attaquer la question? Want the others to answer too? Sure. Nous sommes assez convaincus de nous avons des convictions. Les droits des enfants peuvent faire le fédéralisme fonctionner mieux. Si on regarde les normes nationales, elles ne vont nulle part dans ce pays. Mais si on parle de se concentrer sur les résultats avec le type de reddition des comptes ou de responsabilité qui viennent avec un mécanisme fondé sur les droits, on permet aux provinces d'être différentes. Et pourtant, on a certains mécanismes de reddition des comptes au pays. Donc, c'est une façon qui peut y contribuer. Souvent, on voit dans les rapports du Comité des Nations Unies, il est question
plan national. Mais ça n'arrive jamais, ça, au pays, parce qu'il y a toujours la question des provinces. Mais si on utilisait la mesure des résultats de la Convention, les provinces ont aussi des obligations, mais on peut permettre une certaine flexibilité. Et sur le plan pratique, si on devait appliquer ces mécanismes, quand le Canadien allait donner l'allocation fiscale pour enfants, on craignait beaucoup que les provinces reprennent l'argent en vertu du régime provincial. Mais si on fait les choses d'une façon fondée sur les droits, on mobilise les titulaires de droits, donc nous, et on communique avec toutes les provinces et on dit ne faites pas ça cette fois-ci parce que on commence à émettre des rapports publics sur ce que font les provinces. Alors la reddition des comptes au public est efficace et du coup les provinces n'ont pas agi ainsi. Alors s'ils commencent à utiliser les outils pour faire les choses bien fonctionner, ça fonctionnera aussi. Toutes les politiques sur les enfants sont liées à des aspects politiques et il y a beaucoup d'enfants qui tombent entre les fentes du système. C'est une façon de faire fonctionner le système en donnant une certaine flexibilité aux provinces, mais toujours en ayant un objectif commun et des mesures communes. Ça me paraît tout à fait logique. Que pourrions-nous faire pour encourager cela en tant que Sénat? Une manifestation sur la colline parlementaire. Plutôt, je vais essayer de communiquer avec le Comité des droits de la personne. J'aimerais bien que vous demandiez une réunion avec les représentants, les fonctionnaires sur ce rapport avant la réunion à Genève. Nous vous transmettrons volontiers les questions à poser. Pourquoi ne pouvez-vous pas demander aux personnes responsables? Vous êtes ultimement les garants des droits des enfants. Où est le rapport? On aimerait savoir ce qu'il y a dedans. Le Sénat a fait une étude de 3 ans sur les droits des enfants, donc vous avez beaucoup de crédibilité. Si vous nous invitez, on viendra. Et si vous avez une discussion avant qu'ils vont de Genève et ensuite après le retour de Genève pour qu'il y ait des changements ici. Et il ne suffit pas que ce soit un comité obscur qui assure la coordination fédérale provinciale. Est-ce que vous savez qu'il y a un comité permanent de fonctionnaires pour les droits de la personne? En avez-vous déjà entendu parler? Eh bien, moi, j'ai comparu devant ce comité, j'ai essayé. Ça ne suffit pas. Il faut une bonne coordination pour faire avancer les choses. Okay. Any other comments? Quelqu'un d'autre? Oui. Je voulais juste ajuster. Cathy parlait d'un commissaire à l'enfance. Il y a une 60aine de pays qui en ont déjà. Et il y a des preuves que ça améliore le bien-être des enfants dans ces pays. Donc, on a beaucoup de choses à apprendre des autres pays et de créer un organisme de coordination pour plus d'efficacité dans les changements. Le sénateur Bernard veut poser une question. Ensuite, on donnera la parole aux gens dans la salle. Merci pour toutes vos présentations aujourd'hui. J'ai apprécié, mais comme le sénateur Munson, je me sens toujours découragée parce qu'on ne semble jamais avancer. Je pourrais poser bien des questions, mais je vais revenir à ce que disait la sénatrice Pate en réponse. La Convention dit qu'il faut éviter toute forme de violence contre les enfants. Et j'aimerais qu'on parle de la violence de l'État contre l'enfant. Lorsque le système accorde plus de ressources
aux services d'aide à l'enfance qui ont le pouvoir de sortir les enfants de leur famille plutôt que de pouvoir prendre les mesures pour que les enfants restent avec leur famille, surtout dans le cas des mères seules. Nous savons qu'il y a trop d'enfants qui sont pris en charge par l'État et qu'il y a une surreprésentation d'Afro-Canadiens et que la cause profonde, c'est la pauvreté. Et on ne fait rien. On se sent bien lorsqu'on parle de sortir les enfants de la pauvreté, mais les enfants ne vivent pas dans la pauvreté. Ils vivent avec leurs parents qui sont pauvres. Et dans bien des cas, des femmes seules. Moi, j'étais pauvre lorsque j'étais jeune. J'ai grandi dans la pauvreté. Et lorsque j'y pense, je pense à ce qui nous a permis d'aller de l'avant. Il y a des choses évidentes qui se sont produites dans ma famille. Et je ne sais pas comment éviter le système d'aide à l'enfance. On avait une mère qui s'est retrouvée veuve à 40 ans avec 12 enfants de moins de 18 ans. Je ne sais pas comment elle a fait, mais je pense qu'on peut tirer des leçons de la résilience des mères comme la mienne qui se sont débrouillées pour briser ces obstacles systémiques. Désolée, je m'égare. Quelle est ma question? Alors, la question, c'est comment lutter contre la violence de l'État contre les enfants alors qu'on n'ose même pas l'appeler par son nom. Merci, sénatrice Bernard. Je pense que c'est important pour nous de l'entendre. Je ne veux pas parler des autres enfants, mais pour ce qui est des agences des Premières Nations, ils offrent aussi des services de prévention. Donc, leur seul rôle, ce n'est pas de sortir les enfants de leur famille, de leur collectivité. C'est une chose qu'ils préfèrent ne pas faire. Et le tribunal a dit qu'il fallait financer des services de prévention pour que les agences n'aient pas à enlever les enfants à leur famille. Donc, il faut qu'il y ait moins d'enfants pris en charge par les services sociaux. Et ensuite, le principe de Jordan suppose de l'argent pour les services communautaires qui font de la prévention. Alors, pour bien des enfants des Premières Nations, il faut qu'ils soient enlevés à leur famille pour avoir accès à des services. Alors que le principe de Jordan suppose qu'on offre ces services aux enfants sans qu'ils soient nécessairement pris en charge. Et que les services puissent leur être fournis dans leur collectivité. Je ne sais pas si ça apporte des précisions. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Madame Lovelace? Oui, merci. Je suis d'accord avec ce que vous dites et j'aimerais mentionner l'importance de reconnaître les inégalités entre les provinces. Certaines provinces sont des champions des droits des enfants et qui ajustent activement leur système, qui collectent des données et qui s'informent sur ce qui se passe dans la collectivité. D'autres provinces comme la mienne en Nouvelle-Écosse, il n'y a pas de champion des droits des enfants. Donc, c'est difficile d'avoir une idée du système général au niveau de la province. Madame Metcalfe, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. Je voulais dire aussi, il y a différentes façons de cibler la pauvreté des enfants. À l'Université du Manitoba,
On cible les femmes enceintes à faible revenu. On leur a donné 80 $ par semaine et ensuite on les a laissés libres d'utiliser cet argent dans leur propre intérêt, celui de leur famille. Et ça a amélioré la santé des enfants jusqu'à l'âge de 2 ans. Certains utilisent l'argent pour payer une dette, pour acheter de la nourriture, mais l'important, c'est qu'ils avaient l'argent pour répondre à leurs besoins, l'autonomie de décider ce qui était le plus important pour eux, pour elles et leur famille. Et il faut redonner de l'autonomie aux familles, le pouvoir d'agir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. C'est une perspective différente. Je voulais dire que la Convention parle beaucoup de l'appui aux familles, mais on ne le fait pas. La Convention parle de l'aide aux familles et dit que retirer un enfant de sa famille, c'est un dernier recours. La Convention vise d'abord à aider les familles. Et bien sûr, nous savons qu'il y a d'autres projets de soutien de revenus qui montrent qu'elles produisent de bons résultats. Nous allons passer maintenant aux gens dans la salle. La première personne qui veut poser une question, c'est l'ancienne sénatrice Landon Pearson. Alors, je vous demanderai d'aller au micro. Merci pour toutes vos présentations. Ça me ramène à mes 2 dernières années au Sénat lorsque nous avons fait ces 2 études sur la mise en œuvre de la Convention au Canada et c'était il y a 13, 14, même 15 ans. Les titres sont importants. Le titre du premier rapport, c'était « Qui est responsable ?» Et ça s'adressait au gouvernement fédéral. Alors, qui est responsable? Qui doit veiller à ce que la Convention des droits de l'enfant soit appliquée au Canada au niveau fédéral? Le deuxième rapport, le rapport final, c'était les enfants citoyens muselés. Parce qu'on n'écoutait pas les enfants. Et les 2 rapports avaient de bonnes recommandations et ils sont sur une tablette. Certaines recommandations ont été appliquées. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu de progrès en 13 ans. Il y en a eu, mais le Sénat a encore un rôle à jouer. Vous vous rappelez peut-être, en 1979, c'était l'année internationale de l'enfant. J'ai fait le tour du pays pour parler aux enfants et tous ceux qui s'en tiraient bien nous disaient 2 choses. D'abord, c'est qu'ils avaient au moins une personne dans leur vie qui était là pour jouer un jeu de ping-pong de plus en plus complexe, qui écoutait activement, qui interagissait activement avec eux. Et la deuxième chose, donc, il disait qu'il y avait au moins une personne qui les appuyait. Et le rôle des systèmes est de veiller, c'est qu'il n'y a pas 65 personnes qui s'occupent de misons sur les relations qui sont tellement importantes pour la réalisation des droits de la personne. La deuxième chose qu'ils ont dit, c'est que dans nos familles, nous avons eu la chance de pouvoir nous exprimer dès le début, même si c'était sur quelque chose de très simple, comme, par exemple, tu vas manger ton repas au bar. Ou des choses plus complexes, les vacances, le déménagement, les enfants avaient pu dire ce qu'ils pensaient. Et ça, c'est ce que dit Cathy Vandergriff,
l'intérêt supérieur de l'enfant suppose qu'on écoute l'enfant et qu'on l'écoute de manière à développer leur capacité, comme le disait ma petite fille tout à l'heure, qu'ils aient la capacité d'être des citoyens actifs. Et il faut que la société, les parents, les individus et les gouvernements leur donnent la possibilité de faire cela. Vous pouvez parler de services d'argent, bien sûr, et parfois il faut plus de services d'argent, mais ce n'est pas suffisant. Il faut des relations de qualité et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc, je pense que vous avez une occasion en or. J'aimerais bien que vous fassiez une autre étude sur ce qu'il faut faire. Le cadre existe. La Convention, c'est un cadre. Le problème, c'est qu'il faut l'appliquer. Donc, n'abandonnez jamais. Merci pour vos conseils et vos suggestions. Ensuite, Joe Gunn, citoyen pour la justice publique. Je ne peux résister de répondre à l'appel à l'action de la sénatrice. Je sais que le caucus ouvert ne ferait pas ce genre de choses, mais ce serait très important si le bureau du ministre recevait 12 appels de sénateurs demandant où est le rapport. Pouvez-vous me l'envoyer? Ça m'intéresse beaucoup. J'aurais voulu le recevoir hier. Et je vous le demande en tant que père dont le bébé travaille pour un sénateur. Alors, faites-le travailler. Donc, voici ma question pour le panel. Hier, le C-87 a été déposé à la Chambre pour la première fois après que les Nations unies aient demandé à 2 reprises qu'on ait une stratégie pour lutter contre la pauvreté. Et ça arrivera au Sénat à un moment donné. Et je pense que de bonnes idées ont été faites, mais qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans cette loi pour avoir le meilleur plan possible pour en ce qui concerne les droits de l'enfant, quel texte est-ce qu'il faut, quel serait le mandat du Conseil, quelqu'un a parlé de la collecte de données et la représentation au Conseil, qu'est-ce qu'il faudra dans la société civile ou au Sénat pour que les droits des enfants soient vraiment pris en compte dans le premier plan de réduction de la pauvreté au Canada. Merci beaucoup. Et si vous obtenez le rapport, j'aimerais en avoir une copie, s'il vous plaît. Eh bien, dans le plan, je n'ai pas eu le temps de lire encore de manière détaillée le projet de loi, mais je sais qu'il propose que le Conseil consultatif compte un membre qui s'intéresse aux questions relatives aux enfants. Ça, c'est bien, mais j'aimerais qu'on mentionne clairement les droits des enfants. Les choses positives qui ont été annoncées pendant l'été vont se retrouver dans le projet de loi. Ça, c'est bon. Nous inquiétons de calendrier très long. On dit on va réduire la pauvreté de tel pourcentage, mais à très longue échéance. Il y a des objectifs de développement durable, mais ce qu'on voit dans d'autres pays, c'est que les objectifs à court terme nous permettent d'avancer plus vite. Donc, ce serait peut-être utile d'avoir des objectifs à court terme, en plus des objectifs à long terme
pour 2030. Tous les parlementaires ont adopté une résolution pour mettre fin à la pauvreté des enfants avant l'an 2000. Parfois, les objectifs à court terme, ça permet de se concentrer. C'est ce que Paul Martin a fait pour la réduction du déficit. On peut le faire pour la pauvreté des enfants. Et il faut bien prendre d'autres mesures, pas seulement de l'argent. Et donc, on aimerait des mesures en faveur des enfants. Et nous pensons qu'il faut de l'argent, mais aussi créer des possibilités pour les enfants. Il faut une approche plus holistique. Donc, on aimerait qu'il y ait de multiples indicateurs. Est-ce que ça répond à votre question? Merci. Madame Auger? Merci pour votre question. Il faudrait que le directeur parlementaire du budget indique quel est le montant des... quel est le manque à gagner pour les enfants autochtones. Et il y a des solutions à long terme, mais comme le disait ma collègue, et il faut qu'on donne de l'argent immédiatement pour répondre aux besoins des enfants. Et les enfants, aucun enfant pays devrait être en danger, vivre dans un endroit où il n'y a pas d'eau potable ou être mal logé. Des gens de l'auditoire. J'ai trois autres sénateurs qui veulent poser des questions. J'ai les sénatrices McCallum, Simons et Buchan Benson. Alors, Senator McCallum. Merci pour vos présentations et pour tout le travail que vous faites depuis tant d'années. Je tenais à souligner l'énormité de ce problème. C'est difficile à saisir. C'est difficile de savoir par où commencer. J'aimerais vous lire quelque chose. Comme on le sait bien, Durkheim a montré l'importance du milieu social en étudiant un des comportements les plus intimes possibles, le suicide. Dans son travail, et il a dit que les taux de suicide dans certains pays et groupes montre une régularité au fil du temps, même si les individus changent à l'intérieur de ces groupes. Si le suicide est le résultat de problèmes intimes angoissants, et il est étrange que les taux de suicide dans ces groupes restent plus élevés ou plus bas, même si les individus arrivent ou quittent le groupe. Et il a dit que la réponse se trouvait dans le milieu social de ces groupes. Et si nous étudions les facteurs de risque et que nous ciblons les interventions sur le comportement individuel, ça ne règle pas le problème. Le problème avec cette approche, c'est que même si ces interventions réussissaient, d'autres personnes deviendraient à risque et le taux de suicide ne changerait rien puisqu'on n'aurait rien fait pour influencer les facteurs dans la collectivité qui sont à l'origine du problème. Je suis professionnelle de la santé. J'ai travaillé dans la collectivité pendant plus de 40 ans dans les Premières Nations. Donc, ce que je dis concerne les Premières Nations. Il existe aujourd'hui des politiques nationales discriminatoires et ces pratiques et ces politiques sont fondées sur le racisme et ils continuent à avoir pour résultat la violence systémique contre les jeunes autochtones. Il nous faut un changement systémique qui comprenne les systèmes médicaux, dentaires et juridiques. Quand je vois de quelle façon les médecins et les spécialistes de santé mentale travaillent avec nos gens, en fait, ils créent plus de maladies que... Et c'est vrai aussi pour la santé mentale. Nous créons des problèmes de santé mentale parce que nous ne traitons pas les patients d'une manière holistique.
et ça pour bien des raisons. Et si nous ne changeons pas le système, cette menace contre les Premières Nations va continuer à produire des meurtres sociaux. Donc, lorsque je pense aux Premières Nations, il y a la communauté et les systèmes scolaires, sociaux, l'école et surtout la spiritualité qui, d'après moi, doit retenir l'attention. Avec les problèmes de champ de compétences, les systèmes provinciaux sont ceux qui nous enlèvent nos enfants. Et l'autonomie gouvernementale doit aller au-delà du système professionnel, parallèlement au système fédéral. Je ne sais pas si j'ai vraiment une question à poser, mais je pense que j'aimerais donner mon nom, vous proposer mon aide, si je peux en fournir dans ce processus. Il y a tellement de domaines différents dans lesquels je pense quelque chose devrait être fait pour contribuer à vos démarches. Alors, si je peux vous aider d'aucune façon, dites-le moi. Merci, sénatrice. Cela pourrait nous aider aussi à nous organiser. Merci pour ces commentaires. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite fournir un commentaire? Merci, sénatrice McKillop, de nous avoir fait part de ces propos. Pour nous, la Caring Society, nous estimons que le principe de Jordan serait très utile pour bien des choses dont vous avez parlé, surtout en ce qui concerne l'offre de services de santé adéquats aux collectivités des Premières Nations, parce que on le sait, l'environnement social dans ces collectivités, surtout quand les plus isolés qui n'ont pas accès à le même accès que d'autres à ce qui est disponible au pays, l'environnement peut être difficile. Je sais que je reviens toujours au financement, mais nous pensons qu'un financement suffisant aux services de santé peut aider les enfants à obtenir un certain soutien qu'ils n'ont peut-être pas autrement. Par exemple, le principe de Jordan peut prendre les enfants comme les choses comme la santé mentale des travailleurs de la santé. Quand le financement, le gouvernement n'offre pas de financement la Première Nation impliquée pour fournir des services de santé mentale à des jeunes filles qui finalement sautent la vie, ça aurait pu être évité et prévenu. Le gouvernement le savait. C'est pourquoi la mise en œuvre entière du principe de Jordan est tellement importante pour toutes les Premières Nations du pays, et nous serions très heureux de pouvoir travailler avec vous. Alors, merci beaucoup pour votre offre. Sous Madame Metcalf. Go ahead. Thank you so much. Merci pour ces commentaires. L'action provinciale est essentielle pour les enfants et les jeunes, surtout pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Il faut reconnaître que la prévention du suicide ne peut pas se faire que dans le système de santé et dans les hôpitaux. Il faut aussi trouver des techniques qui sont ciblées sur les jeunes et entendre les jeunes pour déterminer la meilleure façon de les atteindre. Sur les enfants, la façon dont les interactions entre les jeunes et les adultes sont différentes avec les nouvelles technologies, Twitter, les médias sociaux. Je pense que nos professionnels de la santé doivent mieux intégrer ces techniques à leurs pratiques et mieux les utiliser pour répondre aux besoins et les recenser et pour contribuer à prévenir ces situations. Merci. Merci, sénatrice McKillop. Je m'inscris avec vous. Nous avons vraiment besoin de faire ce travail, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour leurs familles et leurs collectivités. La conférence contre le suicide à Saint John la semaine dernière, l'une des choses qui m'a frappée, c'est que oui, c'est une question complexe et nous avons besoin d'une approche globale pour faire face au taux croissant de suicide, mais nous pouvons constater, nous savons, d'après le Québec, comment
on peut réduire ces taux de suicide. La province en a fait une priorité. L'une des pires provinces au Québec en matière de suicide chez les jeunes, c'était le Québec. Elle en a fait une priorité. Elle a pu réduire les taux avec des solutions complexes et globales qui étaient surtout communautaires, mais qui étaient intégrées au service de santé. Alors, je pense qu'il est important que nous faisions usage des connaissances que nous avons acquises, mais il faut mettre en œuvre ces connaissances, les appliquer et continuer de partager cette culture et l'intégrer dans les initiatives communautaires. Et il nous faut le financement pour cela. Merci. Maintenant, la sénatrice Simons. Est-ce que je dois me pencher vers le micro ainsi? Jusqu'il y a 3 semaines, j'étais journaliste et à ce titre, j'ai parlé à Jane Philpott devant la présentation du budget. J'ai parlé du principe de Jordan et du financement différentiel pour le bien-être des enfants et d'autres choses. Elle m'a assuré, quelques semaines avant le budget, que le budget comblerait entièrement les lacunes et non seulement elle m'a assuré que ce serait rétroactif au janvier 2016, au 26 janvier 2016, et que tous les factures pouvaient leur être envoyées jusqu'à janvier 2016. Et quand le budget est sorti, je n'ai pas vu ce financement. Alors, j'aimerais demander à Mme Auger et peut-être au sénateur Francis, s'il le sait, si ce que m'a dit Jane Philpott en février finalement a été adopté. Merci, sénatrice Simons. Pour ce qui est du principe de Jordan, notre société a travaillé avec le gouvernement du Canada pour faire en sorte de se conformer aux décisions du tribunal. Et oui, il y a eu un financement rétroactif pour le principe de Jordan, pour les organismes et les familles qui peuvent soumettre non seulement ce qu'elles avaient soumis auparavant, mais aussi si elles estimaient qu'ils avaient un cas du principe de Jordan rétroactif, ils pouvaient le soumettre. Nous savons. Et je pense que le gouvernement n'avait pas réalisé vraiment combien de cas lui seraient ainsi présentés, parce que vous le savez peut-être aussi, ils avaient largement limité ce qu'était la définition du principe de Jordan, lequel a subi bien des changements de la part du gouvernement du Canada. À un moment donné, c'était les besoins médicaux complexes qui exigeaient l'apport de multiples fournisseurs de services. Maintenant, la définition a changé, mais je pense que maintenant le gouvernement l'a fait bien. Ça s'applique à tous les services publics aux enfants des Premières Nations. Alors, ils ont commencé à financer rétroactivement une bonne part de ces services, mais pour nous, ce que nous trouvons difficile, c'est que je ne sais pas si toutes les familles ou organismes ou agences savent qu'ils peuvent soumettre des demandes de financement rétroactives. Il y a eu un sommet sur le principe de Jordan en septembre à Winnipeg, alors il faut vraiment faire parvenir l'information aux familles. Pour nous, c'est très, très important. À l'époque, elle m'a dit ça ne couvrirait pas seulement ce type de coûts, mais tout des dépenses juridiques et même aux réparations physiques, en fait, des édifices du bien-être social pour des enfants. Je me suis posé la question à ce moment, combien d'agences ou d'organismes auraient des reçus détaillés pour des dépenses datant d'aussi longtemps et pour lesquelles ils n'avaient pas été remboursés. Donc, je me demande comment ce système de remboursement fonctionne. Je ne peux pas m'exprimer pour les organismes eux-mêmes. Bon, ils ont tous leurs particularités. Nous en avons plus d'une centaine dans le pays. Mais je pense aussi que les agences et organismes peuvent voir aussi qui a été financé ailleurs. Par exemple, les postes payés, ce qu'un travailleur social fait dans une province et soumettre des demandes rétroactives. Donc, il y a une certaine souplesse. Je ne sais pas pour ce qui est des reçus, mais je peux vérifier auprès de Cindy, mais je suis sûre qu'elle aurait une réponse plus détaillée
sur ce plan, mais je pense que ce genre de choses où les postes sont financés à un certain niveau par la province, par exemple, quand l'agence peut soumettre une demande de financement rétroactive pour égaliser un peu la rémunération. Merci. Merci pour cette question et aussi pour votre réponse. Sénatrice Lebouken-Benson, merci. Merci à tous et à toutes pour vos exposés aujourd'hui. J'aimerais revenir sur ce dont parlait la sénatrice McCallum au sujet de l'environnement social. Beaucoup de recherches ont été faites qui démontrent que l'intérêt de l'enfant, c'est d'être élevé dans un environnement où les identités culturelles et individuelles sont intactes dans leur collectivité. Alors, bon, il faut penser à la stratégie de guérison des Autochtones. Bon, les familles doivent pouvoir avoir un revenu suffisant pour leur famille. C'est une façon de décoloniser, en fait, d'examiner le bien-être des enfants et les services aux enfants. Andrea, je m'intéresse à votre plan au point 4 et 5 qui s'intéresse sur les politiques et les activités quotidiennes qui sont fondées sur le colonialisme. Bon, même quand il y a changement de politique, quand je regarde le contexte, quand il y a surreprésentation de 69% des enfants autochtones dans le système de bien-être social du Manitoba, de l'Alberta, j'ai examiné la transformation de ce système. Et même avec des politiques qui ont changé, ce sont les interventions au jour le jour d'intervenants qui sont largement colonialisés qui l'emportent. Alors, quand on vous parlait de défaire les biais coloniaux, les préjugés coloniaux, bon, je me demande, je vois que vous dites que cette pensée colonialiste influe encore les décisions. Qui veut s'attaquer à cette question? Madame Auger. Merci, sénatrice, pour cette question. Je pense que le soutien, tout d'abord, avant de parler du gouvernement, c'est une question d'appuyer les Premières Nations, les organismes des Premières Nations qui fournissent ces services appropriés sur le plan culturel pour les jeunes des Premières Nations. L'une des choses, en ce qui concerne le principe de Jordan, quand les familles ont besoin d'un service, elles peuvent choisir leur fournisseur de services. Au cas, par exemple, où ils ont besoin de quelque chose qui soit culturellement approprié, ça fait partie aussi du principe de Jordan. Pour ce qui est des ministères du gouvernement, je suis d'accord avec vous. Il doit y avoir une vaste réforme au sein de tous les ministères qui fournissent ces services aux enfants des Premières Nations parce que le ministère des Services autochtones a fourni des services aux enfants depuis plus de 150 ans et nous le savons. Et ils ont eu le temps d'apporter des changements et de s'intéresser aux pratiques, aux idéologies et politiques qui sont discriminatoires. Et il faut changer cela parce qu'il s'agit ici d'enfants vulnérables, d'enfants qui n'ont pas accès à des services comme tous les autres enfants du pays. Ils savent que leurs services sont discriminatoires. Et ce que nous constatons maintenant, surtout en ce qui concerne le principe de Jordan, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui sont très bien, qui travaillent au sein du gouvernement. Nous savons qu'il y a beaucoup de gens très bien qui veulent travailler dans l'intérêt des enfants des Premières Nations, mais on voit aussi beaucoup de personnel qui sont surchargés de travail. Il faut donc plus de personnel dans les ministères qui se consacrent à ce type d'initiative. Nous pensons aussi qu'il leur faut une formation appropriée sur ce qui est vraiment de l'intérêt des enfants, qui sont informés du principe de Jordan, des décisions du tribunal. Ils doivent le savoir en tant qu'employés et changer le point de vue du ministère pour les enfants qui sont servis par le ministère des Affaires autochtones. On voit beaucoup de roulements au sein du ministère à cause du stress. Ils ne peuvent pas gérer leur charge de travail. Alors, quand il y a quelqu'un de très bien au ministère et il y a un changement de personnel, il faut tout recommencer. Il en est de même pour le roulement au sein du gouvernement et même avec le gouvernement actuel.
On sait que le premier ministre Trudeau s'est engagé à l'égard de l'appel à l'action de la Commission de la vérité et réconciliation, mais nous n'avons pas vu de changement véritable. Il n'y a eu 5 ordonnances de non-conformité. Ça n'aurait jamais dû arriver. Notre plan est un excellent point de départ pour résoudre beaucoup des enjeux dont vous avez parlé, néanmoins. Ce ne sont pas seulement les services aux enfants. J'ai eu l'occasion de offrir une formation de 800 membres du personnel policier d'Edmonton. Et j'ai entendu des histoires selon lesquelles, quand on est appelé, parce que quand la police fait un appel à l'aide sociale pour une famille, quand je sais que c'est une famille autochtone, on pense à la façon de comment on doit approcher cela. Et quand c'est une autre famille, c'est une autre façon. Et ces préjugés font partie de toutes les actions. Donc, les services à l'enfance ont beaucoup de travail à faire, mais c'est aussi au sein de la police et de tout le monde qui participe d'une façon ou d'une autre à l'application du plan de Lawson Spirit numéro 4-5. Il faut vraiment lutter contre les préjugés coloniaux. Quand on parle de changement, si la famille a l'air d'une famille non autochtone, mais on agit d'une certaine façon, mais si on mobilise notre pensée coloniale à l'égard des familles autochtones, beaucoup de préjugés sont appliqués. Je pense que les points 4 et 5 du plan de Lawson Spirit sont importants pour lutter contre cela. Les sénatrices... Madame Van de Graaft et la sénatrice Lovelace aimerait parler, et Madame Lovelace aimerait parler. J'apprécie ce que vous avez dit. Avec la Convention permet d'établir un cadre plus global et aussi de se pencher sur la dimension culturelle, où ils ont droit à leur culture et à leur identité. Cette Convention se penche sur tous ces facteurs. Je vois cela quand je vois la communauté afro-canadienne. Nous avons des bénévoles qui travaillent avec nous. J'ai quelqu'un qui travaille avec nous. Je ne dirai pas son nom ni sa communauté, mais elle vivait dans un environnement peu sain parce qu'on partait du principe que sa famille s'en tirait très bien. Donc, il y avait une autre forme de violence culturelle. On ne l'écoutait pas et on ne l'aidait pas. Donc, il y a les deux les types de préjugés culturels. Mais la Convention dit qu'on doit examiner toutes les dimensions de l'environnement de l'enfant et de ses droits. Un bon exemple, je ne veux pas déprimer tout le monde, mais nous avons plusieurs centres qui travaillent selon un modèle pédiatrique et qui prennent très au sérieux la Convention. Il y en a donc à Montréal. Ils s'assoient avec l'enfant, la famille, autour de la table de la cuisine et parlent de ce qui se passe. Non seulement du modèle clinique. Il y a certaines façons de réformer la démarche. J'entends ça de divers types de cultures aussi. Merci. Madame Lovelace. Merci. J'apprécie beaucoup vos commentaires et vos questions. Il est très important d'avoir cette discussion à Wisdom to Action. Nous estimons que les enfants et les jeunes connaissent leur propre voie vers le bien-être. Ce sont les experts de leur propre expérience. Donc, il faut les écouter et les respecter. Cette voix doit être entendue. On est d'accord, par exemple. On travaille avec le Conseil Embrace Life depuis quelques années. Et c'est le jour et la nuit. Il y a un psychologue pour l'ensemble du territoire. Donc, l'accès aux services, c'est le problème. Et en plus, ils ne se sentent pas nécessairement à l'aise ou en sécurité pour avoir cette conversation avec quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui est débordé. Nous pensons qu'il faut un cadre contre l'oppression dans l'ensemble du système pour apporter des changements systémiques qui s'imposent. Et je suis d'accord avec ce que disait Cathy. Nous devons le faire pour tous les jeunes racialisés et marginalisés
pour les jeunes de tout genre d'aptitude, de tout niveau d'aptitude. Il faut reconnaître leurs besoins. Et nous avons discuté avec le service de police d'Edmonton pour leur fournir des services, pour élaborer des stratégies qui vont les aider dans leur contact avec les jeunes et pour qu'ils comprennent le cadre général qui est nécessaire pour tous ceux qui travaillent à fournir des services aux jeunes et leurs enfants ou avec ceux qui les aident. And Senator Hartling. Thank you very much. And thank you very much. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci d'avoir organisé cette rencontre. Auparavant, j'étais travailleuse sociale. Je me suis beaucoup occupée de ces questions. On allait mettre fin à la pauvreté avant l'an 2000 et nous voilà. Il ne faut pas abandonner. Il y a tellement de choses que vous avez dites. On a parlé de la violence contre les enfants. C'est l'article 19, je pense. Et l'une des choses qui m'a frappée dans mon ancienne carrière, c'est que les enfants sont témoins de la violence familiale, en sont victimes. Et je me demande s'il y a quelque chose que le Sénat pourrait faire pour jeter la lumière sur ce problème. Si les enfants sont exposés à la violence, on sait que cela les affecte. Madame Vandergrift, je suis ravie que on prend au sérieux la violence conjugale dans la réforme du droit de la famille. Ça, c'est un projet de loi qui a fait avancer les choses. Mais j'ai été étonnée de voir que certains gouvernements provinciaux ont des lois qui ne mentionnent pas les enfants, seulement les conjoints. Comment est-ce possible? Donc, il faut faire cela, mais nous savons que l'exposition à la violence familiale est un problème majeur. Examiner le nouveau projet de loi, je pense que c'est mieux. Il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est pourquoi il nous faut l'article 19. Nous sommes en train de discuter avec l'Agence de santé publique pour savoir où sont les lacunes au Canada. Il y a un réseau international pour mettre fin à la violence contre les enfants. Et il propose un cadre d'action, les lois, la formation. Nous, on ne l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi on ne veut pas appliquer l'article 19. Vous savez, lorsqu'il y a eu une séance d'information sur la violence contre les filles, personne n'a parlé de l'article 19 et je demandais pourquoi pas. C'est peut-être la question de la punition corporelle, mais si ça nous fait tellement peur, si ça nous empêche d'aller de l'avant, laissons cette question de côté. Et je demande pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de lutter contre la violence. Nous finançons des projets très... On a financé la recherche qui montre qu'il faut respecter les relations, les droits. Alors, je ne comprends pas cette résistance. Peut-être que vous pourriez leur demander. Moi, je peux seulement leur demander poliment. Yes, I will echo what my colleague has said. Oui, je suis d'accord avec ma collègue. C'est tellement important de respecter les relations. On n'a pas beaucoup parlé de l'incarcération des jeunes et en soi, c'est une forme de violence contre les enfants. Il faut pouvoir offrir des services qui tiennent compte des traumatismes vécus par les jeunes et les incarcérer quand on les emprisonne, on est loin de cela.
Et ce système qu'on appelle un système de justice a d'énormes problèmes. Merci beaucoup. Avant de terminer, j'aimerais dire que c'est la dernière journée de Sarah Paulin à ce caucus et elle a été coordonnatrice de ces caucus ouverts depuis 1 an, mais ne quitte pas le Sénat. Elle va aller travailler pour un sénateur. Elle nous a beaucoup aidés. Alors, Sarah, merci infiniment pour le travail exceptionnel que vous avez fait. Et nos meilleurs vœux pour vos projets futurs. Et merci de tout ce que vous avez fait pour promouvoir les caucus ouverts et pour les organiser. Merci. L'honneur et le plaisir de remercier les panélistes. Alors, Mesdames Vandergrift, Auger, Lovelace, Mitten et Metcalf, merci infiniment. Thank you for your inspiring presentation. Merci pour vos présentations inspirantes, riches d'informations. On a beaucoup appris. Et il y a beaucoup d'intérêt. Et nous comptons sur votre appui. Toutes les inégalités qui existent dans le système au Canada. Et je pense qu'on a beaucoup de travail à faire. Et je vous remercie de nous rappeler de nos responsabilités en tant que sénateur. So thank you very much for your presentation. Alors, merci encore une fois pour votre présentation.